Donc nous voilà dans la deuxième séquence de cette étude de cas consacrée à de la vitrification in situ de déchets. Et donc dans cette deuxième séquence, nous allons aborder les possibilités de stratégies expérimentables envisageables par rapport à ce type de problème, et nous inclurons également dans cette deuxième séquence la présentation des facteurs qui sont les proportions des constituants et les contraintes associées aux plages de variation de ces proportions. Alors, la stratégie expérimentale à laquelle on fait appel lorsqu'on met en œuvre un plan d'expérience est classée dans ce qu'on appelle une méthode indirecte. Alors, une méthode indirecte va consister à construire un modèle, plusieurs modèles, pour relier les variables de réponse, donc les caractéristiques des mélanges, aux proportions des constituants dans cet exemple. On a vu que les réponses portaient sur la viscosité d'une part et la conductivité électrique d'autre part, et on a entreaperçu au travers d'un diagramme que nous avions trois constituants représentés par le sol, l'oxyde de calcium et l'oxyde de sodium. Faire une méthode indirecte va consister à créer un modèle qui va chercher à décrire et à prédire le plus fidèlement possible la variation des réponses à partir des variations des proportions des constituants. On attend de ce modèle qu'il soit descriptif et prédictif, comme on vient de le dire, et dans l'étude de cas que nous revisitons aujourd'hui, les auteurs, après avoir envisagé plusieurs types de modélisation, que l'on présentera succinctement dans la séquence dédiée au modèle, vont retenir les formes canoniques des modèles polynomiaux, en particulier la forme canonique du modèle de degré 2, et cette forme canonique de modèle de degré 2 fera l'objet, comme on l'a dit en introduction, d'une transformation de Box-Cox pour améliorer la possibilité de description. Alors, lorsque vous faites appel à une méthode indirecte, vous devez définir un domaine expérimental dans lequel vous supposez que l'information que vous cherchez est disponible. Et cette information, n'oubliez jamais qu'elle provient de la variation des réponses que vous cherchez à expliquer à partir de la variation des facteurs, que vous soyez dans un problème de plan de mélange ou dans un problème de plan d'expérience quelconque. Pour pouvoir fabriquer ce modèle de description, il va falloir proposer un maillage de ce domaine expérimental de façon à estimer de la meilleure façon possible les coefficients de ce modèle. Estimer de la meilleure façon possible, cela veut dire réduire les incertitudes d'estimation, d'une part liée aux méthodes de mesure, mais cette partie-là est externe au plan d'expérience, mais d'autre part à une mauvaise distribution des expériences dans le domaine. Et on avait vu en introduisant les plans d'expérience et au travers d'autres études de cas que la meilleure façon de minimiser les incertitudes par interpolation entre les mélanges effectués, eh bien, c'est d'uniformiser la distribution de ces mélanges dans le domaine, alors toutefois en respectant un critère économique. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'effet des variations des proportions des constituants, c'est le thème de cette étude de cas, les auteurs ont fait appel à la forme canonique d'un modèle de degré 2. Vous l'avez déjà découverte dans des chapitres de cours et dans d'autres études de cas. On reviendra sur l'origine de cette forme canonique dans la séquence dédiée au modèle. Et en présence de trois constituants, voilà comment s'écrit la forme canonique du modèle de degré 2. Donc on va chercher à disposer dans le domaine expérimental un nombre nécessaire et suffisant d'expériences pour pouvoir estimer convenablement les 6 paramètres de ce modèle. Le domaine expérimental étant ici un polyèdre convexe, on adoptera un maillage empirique en essayant de retenir des points de ce maillage qui couvrent le plus uniformément possible le domaine. Dès lors que l'on aura mesuré les réponses pour chacun
des nœuds de ce maillage empirique, eh bien, on pourra restituer l'information, c'est l'objet de l'équation du modèle, sous la forme graphique, par exemple, de courbes iso-réponse. Une séquence est dédiée à la restitution graphique des résultats, et encore sous la forme de la trace de la surface de réponse. Et c'est cette représentation qui est directement liée aux objectifs des auteurs, qui voulaient avoir une idée du rôle des différents macro-constituants qu'ils ont introduits dans ce plan de mélange, et on nous signale dans la petite vignette qui vient d'apparaître, bien qu'un effet positif, c'est ce que l'on observe lorsque l'on augmente la proportion massique d'un constituant, et un effet négatif, c'est une diminution de la réponse que l'on observe lorsque l'on augmente la proportion du constituant. Et la trace de la surface de réponse que vous voyez, eh bien c'est la description à partir d'un modèle de la variation de la réponse le long des axes du domaine. On reviendra sur la notion d'axe que vous voyez apparaître dans le plan de la figure. Alors, lorsqu'on n'a pas 3 constituants mais 4 constituants, ben vous vous doutez que le modèle est un petit peu plus conséquent, 10 paramètres. Lorsque l'on a 5 constituants, 15 paramètres, et en continuant ainsi, on va pouvoir calculer à partir d'une formule générique le nombre de paramètres à estimer, petit p, à partir de la forme canonique d'un modèle de degré 2 qui prend en compte Q constituants. Alors je vous ai fait un petit tableau récapitulatif au-delà de 5, puisque nous l'avons vu sur les transparents précédents, et voyez que très rapidement, si vous faites de la bibliographie ou si vous êtes confronté à ce type de problème, eh bien, il y a une limite économique qui s'impose aux alentours de 5 ou 6 constituants. Au-delà, ce genre d'approche va devenir plus rare dans la littérature. Pourquoi? Parce que la valeur de petit p que vous voyez apparaître dans la colonne du tableau est une condition nécessaire. Il faut faire au moins 28 mélanges distincts si l'on a 7 constituants, mais cette condition nécessaire est souvent dépassée pour atteindre une condition suffisante d'équirépartition. Alors, si l'on ne peut plus faire des modèles de degré 2, ben on va essayer de décrire la variation de la réponse dans des domaines plus petits à partir de modèles de degré 1. Je vous cite ici un exemple qui fait l'objet également d'une étude de cas que vous pourrez découvrir. Et dans cet exemple, le même auteur People, associé à un autre chercheur, toujours sur les vers nucléaires, a représenté à l'aide de modèles de degré 1 et de transformation adaptée la trace de la surface de réponse pour estimer et décrire les effets des variations des proportions des constituants. La forme générique d'un modèle de degré 1, ben, c'est somme de i égale 1 à q des bêta i xi, et par voie de conséquence, le nombre de paramètres à estimer, c'est le nombre de constituants. Donc si vous avez 20 constituants, eh bien, le nombre minimal de mélanges à faire est 20. Bien évidemment, pour équirépartir ou répartir de la façon la plus adéquate possible, ce nombre est souvent augmenté d'au moins 10 à 15 mélanges. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'expérience finalement? Eh bien, un plan d'expérience, on nous dit que c'est une stratégie de planification qui va nous conduire à des conclusions solides et adéquates de manière efficace et économique. Alors en effet, il est important, suite à une campagne expérimentale, de pouvoir sortir de l'information, et cette information, on va la retraduire ici sous forme graphique grâce à un modèle. De manière efficace et économique, eh bien, on sait que si l'on a bien réparti les expériences, alors on pourra faire un modèle en ayant minimisé les incertitudes, et le caractère économique, eh bien, c'est prendre en compte les critères économiques associés à une étude, et donc souvent les ressources ou le temps qui est imparti à une étude. Bien évidemment, et nous l'avons vu dans cette séquence de stratégie, le plan d'expérience doit dépendre de la nature des questions traitées. Il est évident qu'avec un modèle de degré 2, vous pourrez décrire sous forme de quadrique, donc avec des courbures, des fluctuations, chose
chose que vous ne pourrez pas faire, pardon, à partir d'un modèle de degré 1. Et enfin, et on y reviendra dans la deuxième partie de cette étude de cas, après avoir atteint la construction de la matrice d'expérience, lorsque vous faites appel à un plan d'expérience, l'expression du modèle vous permet a posteriori de faire des représentations graphiques de grande lisibilité, et c'est ce qui, à mon sens, fait l'intérêt des plans d'expérience par rapport à des tableaux de valeurs dans des tableaux, ou encore des équations mathématiques pour lesquelles il est parfois difficile d'interpréter directement les coefficients. Alors après avoir parlé de stratégie expérimentale, les auteurs vont chercher expérimentalement à créer un modèle de degré 2 pour décrire la variation des réponses en fonction des variations des facteurs. On va présenter quels sont les facteurs. Dans les problèmes de formulation, il y a des variables externes qui peuvent être la température du mélange, qui peuvent être des variables liées au cycle de malaxage, mais il y a surtout des variables internes. Les variables internes sont représentées par les proportions massiques, proportions volumiques ou proportions molaires des constituants, et les proportions, c'est ce qui fait un peu la spécificité des outils dédiés au plan d'expérience en formulation, sont des variables réelles qui, dans l'espace mathématique, varient dans l'intervalle 0, 1, 0, 100%. Et ces proportions subissent en plus une contrainte implicite relationnelle, la somme de ces proportions doit être égale à une constante qui est égale à 1 si les constituants peuvent varier entre 0 et 1. Par contre, l'expertise des chimistes va faire que l'on peut limiter les plages des variations de ces proportions lorsque vous êtes confronté à un problème d'optimisation, ce qui n'est pas le cas dans cette étude, comme on l'a présenté dans la séquence précédente. Lorsque vous êtes confronté à un problème d'optimisation, dès lors que vous avez choisi des constituants, il convient de les introduire dans la formule, et donc la valeur 0 est inacceptable. Il faut que vous mettiez au moins un peu de chacun des constituants, mais je rappelle qu'ici, le 100% de constituants sur le sol aura un intérêt, puisqu'il s'agit de la formule chimique du sol du laboratoire. Alors, revenons aux données de l'exemple, que l'on va présenter sous forme d'un diagramme d'Ishikawa pour clore cette séquence. Nous avons trois constituants, le sol à partir duquel on souhaite faire de la vitrification in situ, donc ce sol a une analyse chimique et il apparaît connu, et il apparaît ici comme un macro-constituant pouvant être introduit dans la formulation du verre à hauteur d'au moins 50%, et on peut après tout, naturellement, utiliser 100%, c'est-à-dire le sol tout seul, sans y rajouter les autres constituants qui peuvent être de la chaux, CaO, compris entre 0 et 50%, et Na2O, compris entre 0 et 15%. Donc nous avons trois constituants, les proportions de ces constituants seront notées x1, x2, x3, et ces proportions sont soumises à des contraintes qui vont réduire le champ d'investigation expérimental. À la sortie de ce diagramme d'Ishikawa, on rappelle ce que l'on va mesurer, deux familles de réponses, la viscosité qui est représentée par la réponse T10, la température à laquelle on observe une viscosité de 10 pascal seconde, et puis V1330, viscosité mesurée pour une température de 1330 degrés Celsius, et ensuite des conductivités électriques, ECT10, la conductivité électrique mesurée pour la température à laquelle on obtient 10 pascal seconde, et EC 1330, la conductivité électrique du mélange que l'on observe pour une température de 1330 degrés. Voilà, donc cette séquence est terminée. Nous avons précisé la stratégie choisie par les auteurs par rapport à l'étude que nous revisitons. Nous venons de présenter les facteurs de l'étude, leur plage de variation, et donc dans la séquence suivante, nous allons décrire la géométrie du domaine expérimental. Donc à tout de suite pour la séquence numéro 3.